Bonjour et bienvenue dans l'invité de l'économie. Deux invités aujourd'hui avec moi pour parler de la puissance économique chinoise, puissance qui fait si peur notamment aux Américains. Alice Ekman, chercheur à l'Institut français des relations internationales, qui a dirigé un ouvrage publié l'année dernière chez CNRS Éditions et intitulé « La Chine dans le monde ». Et Denis Jacquet, entrepreneur et co-auteur du livre « Pourquoi votre prochain patron sera chinois ?» Livre publié chez Erol Éditions. Bonjour. Bonjour. Alors Alice Ekman, vous craignez que votre prochain patron soit chinois ? Mon patron actuel n'est pas chinois, directeur d'un centre de recherche. Je ne crains pas, parce que je pense qu'il ne faut pas entrer dans une paranoïa sur la Chine qui nous envahirait. Nous sommes entrés dans une compétition entre première et deuxième économie mondiale, entre une compétition de modèles économiques, de modèles de gouvernance. La compétition est rude, mais nous n'avons pas encore les résultats, donc je ne crains pas. Non. Paranoïaque, Denis Jacquet ? Non, mais je pense qu'en fait, au-delà des observateurs comme nous ou d'autres qui regardons ça d'un petit peu près, en fait, quand on regarde même dans les organigrammes des grands groupes, alors je ne parle même pas des PME, mais congénères, personne ne voit la Chine arriver. Je veux dire, même aujourd'hui où tout le monde en parle, on entend des affaires, personne ne voit son organisation, sa structure, la réussite de ses plans quinquennaux, l'avance prodigieuse qu'ils sont en train de prendre sur l'intelligence artificielle et la data, et surtout avec, au-delà des modèles, effectivement, politiques, économiques, un choix tout court, notamment de la régulation. C'est-à-dire qu'à un moment, on se dit... Qu'est-ce qu'on fait au niveau de l'Europe en protégeant la donnée avec la RGPD, régulation sur la donnée? Eux disent la data, si elle est intéressante à la fois pour asseoir notre autorité politique et en même temps pour donner à toutes nos entreprises la capacité d'être les numéros 1 dans leur secteur, on les laisse faire ce qu'ils veulent. Donc c'est vraiment une confrontation. Aussi qu'ils prennent leur part. Je veux dire, pendant 5 siècles, l'Occident l'a pris, donc il est peut-être normal que d'autres prennent leur part aussi. Est-ce que c'est inquiétant pour autant ? Alors, c'est toujours inquiétant. Enfin, moi, j'ai fait beaucoup de compétitions quand j'étais jeune. C'est toujours inquiétant de savoir que tu vas arriver troisième plutôt que de premier. Et que finalement, tu n'as ni les jambes ni le souffle pour arriver premier. Donc, à un moment donné, troisième, tu es encore sur le podium. Après, personne ne te connaît. Tu n'existes plus. Donc, tu es dépendant. Donc, du coup, dans un monde qui est très interdépendant, il va être dépendant de la data de la même façon qu'on a été dépendant de l'électricité, du pétrole, de toutes les sources d'énergie. Donc aujourd'hui, la data, elle va être chez eux. Le calcul, le super calcul de la data va être chez eux parce qu'elle est faite sans ce contrôle que nous nous imposons à nous-mêmes. Alors je ne suis pas en train de dire que c'est pas bien, on ne devrait pas réguler, faire attention à la donnée personnelle de nos individus, même si je suis assez persuadé que les gens s'en fichent assez royalement. Mais quelque part, on est en train de se mettre des boulets supplémentaires au pied, dans une économie qui était une marche à toute vitesse. Et en plus, c'est bête, la data. C'est-à-dire, c'est plus tu en computes, c'est pas très, hein, mais avec ton ordinateur, plus la puissance de calcul est énorme, plus la data est énorme et profonde, et plus tu prends de l'avance dans tous les domaines de l'économie. Donc, c'est pas une peur, oh, j'ai peur qu'ils viennent m'agresser. Les Chinois sont pas comme ça, ils jouent au jeu de Go, ils jouent pas aux échecs. Hein. C'est la grande différence entre le monde occidental et la Chine. Eux, ils veulent pas mettre échec et maths. Ça les intéresse pas du tout. Un individu mort, c'est un poids mort qui ne sert à rien. Alice Ekman, ce qui caractérise, qui illustre cette peur, surtout côté américain, c'est ce fameux plan lancé en 2015 par le président Xi Jinping, Made in China 2025, être les premiers d'ici 2050 dans 10 secteurs, 10 industries de pointe. Il faut le craindre, ça. Est-ce que ça marche d'abord côté chinois ? La Chine est déjà leader dans certains secteurs, la 5G, l'intelligence artificielle, dans certains secteurs militaires, comme les drones par exemple. Et donc elle investit également, même si elle a un retard en la matière, dans les câbles sous-marins, dans les data centers, comme on vient de l'expliquer. Elle a un retard dans d'autres domaines, mais c'est sûr que la compétition est déjà là. Et qu'elle pose un certain nombre d'enjeux aux États-Unis et à l'Europe. Aujourd'hui, nous sommes entrés dans une période de rude compétition commerciale, mais aussi une compétition en termes de normes et de standards. Parce que ce qui inquiète les États-Unis et aussi l'Europe, c'est que dans le cas notamment du projet des nouvelles routes de la soie chinois, la Chine essaye de devenir ce qu'on appelle une puissance normative. C'est-à-dire que non seulement elle n'a plus à suivre les normes, les règles, les institutions créées par les États-Unis ou certains pays européens, mais maintenant c'est aux autres pays de suivre les normes créées par la Chine. Alors on n'en est pas encore là, mais la volonté chinoise d'être puissance normative est réelle. Elle a lancé un plan sur la période 2018-2020
en ce sens, assez précis, avec des objectifs. Ensuite, il y a des objectifs de plus long terme, 2035 et 2050, pour s'imposer comme une puissance de référence. Et donc, cette puissance de référence s'étend à différents secteurs. Elle crée, comme vous le savez, des institutions multilatérales. Elle crée donc certaines normes dans certains secteurs, à la fois en proposant des normes déjà existantes, de nouvelles normes dans les secteurs installés, mais tout simplement en innovant par la recherche et le développement, en promouvant de certains champions nationaux, elle crée de nouvelles normes. C'est-à-dire que le premier entrant sur un marché qui est émergent commence à devenir justement un acteur normatif. Et là, on est en plein dans cette compétition. Dans certains secteurs, il ne faut pas généraliser, mais dans certains secteurs, nous sommes déjà dans une Vous le voyez ça, concrètement, en tant qu'entrepreneur, Denis Jacquet? Clairement. Alors, c'est marrant, moi j'étais à Abidjan la semaine dernière. La 5G, c'est Huawei. Bon, Monaco a signé son accord 5G, c'est Huawei. Donc, je veux dire, quand vous êtes le premier entrant sur la 5G, à un moment donné, vous allez être le leader de cette technologie. Donc, effectivement, il y avait eu depuis plus de 20 ans maintenant un garçon qui s'appelle, je crois, Nicolas Tenzman, qui a écrit beaucoup d'ouvrages sur le fait que l'Europe n'était plus présente dans la définition sur la norme. Et là, tout à coup, c'était déjà une époque où la Chine était plutôt en retrait sur ces domaines. Mais maintenant, elle occupe un espace qui est juste incroyable, parce que la Chine qui copie, elle est très largement derrière nous. La Chine qui est en avance sur énormément de domaines, comme vous le rappeliez tout de suite, c'est juste la Chine d'aujourd'hui. Alors attention, les chiffres sur la recherche fondamentale, ils sont complètement out. Ils sont à 4-5% du PIB. Les États-Unis sont à 17%. La R&D, ils sont à 2,1%. L'Allemagne est plutôt à 3 points et quelques. Donc, c'est pas encore le même niveau. C'est pas encore le même niveau, mais ça progresse à une vitesse qu'on n'aurait jamais envisagée. C'est-à-dire, quand vous écoutiez Eric Schmidt de Google il y a 2 ans, il disait, bon, ils vont peut-être nous rattraper dans 4 ou 5 ans. 2 ans plus tard, il dit, je comprends pas, ça s'est fait en 2 ans. Donc, la vitesse est exponentielle. Et le problème, c'est que mathématiquement, la data, avec la capacité de calcul qu'ils sont en train de développer, leur retard, enfin aujourd'hui 62% je crois des publications scientifiques sur l'intelligence artificielle viennent de Chine. Bon, et donc éventuellement, sur la totalité du PIB, leur recherche et développement est un peu plus faible, mais sur les secteurs qui comptent, et notamment sur la data, c'est elle la plus forte. Ils étaient, je crois qu'Amazon était quelque chose comme 16 milliards d'annoncés, en tout cas sur l'IA. Bon, je vous rappelle qu'on a fait un plan en France d'1,4 milliard, juste pour remettre les choses un petit peu à leur place. Là, l'année prochaine, Alibaba, à lui tout seul, fera plus qu'Amazon. Alice Ekman, qui tente de freiner ou de casser cette expansion chinoise? Est-ce que ce sont les États-Unis? Alors, les États-Unis, pour leur part, font le diagnostic que l'accès au marché chinois reste difficile. Et donc, ils ont changé d'approche. Auparavant, une tentative de dialogue avait été engagée. Ils considèrent que le dialogue ne paye pas, finalement. Et Donald Trump, considère qu'il faut sanctionner, qu'il tente de sanctionner. D'où, finalement, la période de tension commerciale de plus en plus forte qui est engagée aujourd'hui et qui, de mon point de vue, de long terme. L'Europe a une autre approche. Elle considère que le dialogue est encore à maintenir, en tout cas qu'il faut encore échanger avec la Chine, mais à quelles conditions, à quels objectifs? La question est posée aujourd'hui. Et votre avis là-dessus? Quelle est la meilleure stratégie, celle de l'Europe ou des États-Unis? On va voir le résultat des négociations commerciales en cours. C'est très intéressant. Jusqu'au 2 mars, on va voir comment elles vont se dérouler, si l'approche de Donald Trump en termes méthodologiques paye ou pas. Et ça sera aussi une leçon très intéressante pour l'Europe en termes de bonnes pratiques ou de mauvaises pratiques. On n'a pas encore la réponse concrète. Une chose est certaine, je pense qu'on est entré dans une période de rivalité extrêmement forte, œil pour œil, dent pour dent. Côté américain, oui, pas côté européen. Non, mais entre les États-Unis et la Chine, particulièrement forte. Donc, il y a le cas de Huawei, avec le cas de la directrice financière numéro 2. Suite à ça, plusieurs ressorties. Donc, elle a été arrêtée au Canada. Suite à son arrestation, des Canadiens ont été arrêtés en Chine, etc. Donc, il y a une escalade. Deux types de chefs d'accusation, espionnage économique et violation de l'embargo sur l'Iran. Exactement. On a vu, on n'est qu'au début de l'effet domino qui va s'accélérer et ça a des conséquences en termes économiques, mais aussi en termes humains réels. Tout ça dans un contexte aussi de ralentissement de la croissance chinoise. 6%. Voilà. Avec de nombreux inconnus aussi sur les mois à venir et les années à venir. Donc on est vraiment dans une situation extrêmement tendue. De mon point de vue, la Chine va continuer à, on va dire, être dure en négociation. Elle considère l'approche
approche américaine illégitime. Et elle essaye dans ce contexte-là aussi de se rapprocher en une certaine mesure de l'Europe en jouant sur les points de divergence entre les États-Unis de Trump et l'Union européenne, notamment sur le retrait de l'accord nucléaire iranien, sur la question climatique, sur certains enjeux commerciaux à l'OFC, etc. Prendre le contre-pied. On est encore loin parce que finalement les points de divergence aujourd'hui entre l'Europe et la Chine sont plus importants qu'entre l'Europe et les États-Unis, même sous l'administration Trump. Donc nous sommes dans une forme finalement d'un triangle stratégique très intéressant où la Russie, de mon point de vue, n'est pas un pilier parce que la Russie est finalement assez alignée derrière les positions chinoises. Donc émergerait peut-être deux pôles, un pôle transatlantique avec ses tensions mais tout de même aussi ses points de convergence et un pôle finalement qui serait opposé à cette alliance transatlantique et à cette coopération transatlantique dominée par la Chine, la Russie, mais aussi un certain nombre de pays en développement qui sont attirés par l'approche chinoise, certaines initiatives chinoises. Denis Jacquet, vous êtes un entrepreneur, vous savez ce que c'est que la compétition. Comment faut s'y prendre avec les Chinois ? Je pense qu'on aurait déjà intérêt à être unis, mais alors ça c'est compliqué, parce que l'Europe n'existe pas de ce point de vue. Bon, la deuxième, d'être un peu plus fort, c'est-à-dire qu'on est toujours dans « oui, mais si on les frustre ou on les vexe, on n'aura plus des marchés ». On n'a juste pas compris que la Chine roulait pour elle. Donc, les Européens n'ont vraiment pas compris ça. Et donc, du coup, ils sont dans un... Enfin, moi, je veux pour preuve la situation vis-à-vis de Taïwan, où, je veux dire, on tremble de peur à chaque fois. Enfin, moi, je suis à Taïwan au mois de mai. Surtout, ne dites pas « monsieur l'ambassadeur », dites bien « monsieur le directeur », sinon je vais avoir une plainte du gouvernement chinois et je vais devoir m'excuser. Alors, les Chinois ne respectent pas les gens faibles. Bon, nous sommes des gens faibles. Donc, il va falloir... C'est pour ça que j'avais bien aimé, même si c'est fait assez de façon tonitruante à la Trump, etc., qu'enfin, il y ait quelqu'un qui tape un peu du poing. Alors, c'est mal fait, c'est bricolé, c'est tout ce qu'on veut. Mais qu'enfin, quelqu'un montre qu'il y a quelqu'un qui a un petit peu de... Voilà, c'était une idée pas totalement idiote. Et je trouvais que c'était plutôt pas mal que quelqu'un se réveille là-dessus. Enfin. Merci Alice Ekman, merci Denis Jacquet pour vos réponses. L'invité de l'économie, c'est terminé. Mais évidemment, vous pouvez retrouver cette émission sur france24.com. Au revoir.